Tout s'est refermé autour du Sahel, sans avertissement, et la marge de respiration s'est rétrécie d'un coup. Du Mali au Burkina Faso, puis au Niger, les départs de forces françaises, la densification du renseignement chez les voisins et la pression économique dessinent un encerclement en couches, plus fonctionnel que spectaculaire. Que peut vraiment gagner Ibrahim Traoré quand l'affirmation de souveraineté se heurte en même temps à l'isolement diplomatique, aux aides retenues et à l'insécurité persistante? Et surtout, combien de temps tenir? Ce récit propose une promesse simple et exigeante: comprendre ce qui se joue réellement derrière l'affrontement discret entre souveraineté proclamée et pression cumulée au Sahel, sans réduire la situation à un face-à-face militaire. Pour le public, l'enjeu est clair: saisir comment ces choix redessinent l'équilibre régional, influencent les flux de ressources et pèsent sur la stabilité à moyen terme, bien au-delà des déclarations officielles. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui coopère avec qui, mais de mesurer comment des décisions sécuritaires, économiques et diplomatiques s'imbriquent et déplacent les marges de manœuvre des États concernés. Dans ce cadre, la trajectoire du Burkina Faso sert de point d'observation privilégié, non parce qu'elle serait unique, mais parce qu'elle condense des tensions visibles ailleurs dans la région. Le pari est risqué: transformer une rupture symbolique en souveraineté durable, malgré l'isolement, la contrainte financière et l'insécurité persistante. Ce qui est en jeu dépasse donc un pays et interroge la viabilité d'un modèle alternatif dans un environnement ouvertement hostile. En moins de 3 ans, 3 capitales sahéliennes ont rompu avec un dispositif sécuritaire présenté pendant des décennies comme intangible, un basculement rare à l'échelle d'une région entière. Entre 2020 et 2023, le Mali, puis le Burkina Faso et enfin le Niger ont officiellement notifié le départ des forces françaises, transformant des retraits progressifs en signaux politiques nets perçus comme une remise en cause frontale de l'ordre établi. Ce basculement ne surgit pas du vide. Pendant des années, la présence militaire occidentale était justifiée par la lutte contre le terrorisme et la stabilisation régionale. Pourtant, malgré des opérations prolongées et des ressources importantes mobilisées, l'insécurité s'est étendue géographiquement, les groupes armés se sont diffusés et les États concernés sont restés parmi les plus pauvres du monde, alors même que l'or et l'uranium quittaient le Sahel à un rythme soutenu. Cette contradiction persistante a nourri une défiance profonde envers un système perçu comme protecteur dans le discours, mais extractif dans la pratique. C'est dans ce contexte que Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des visages les plus visibles de la rupture. Son arrivée au pouvoir au Burkina Faso s'inscrit dans une séquence régionale où les juntes militaires affirment que la sécurité ne peut plus être déléguée sans perte de souveraineté politique. L'argument central est simple: si la justification première de la présence étrangère était la protection, et donc alors l'échec de cette promesse ouvre mécaniquement la voie à une alternative, même imparfaite. Cependant, la réponse occidentale ne s'est pas limitée à un retrait. Autour du Sahel, un réseau discret s'est densifié, combinant accords de partage de renseignements, bases et centres de formation chez les voisins, ainsi que des leviers économiques et diplomatiques. Ce n'est pas une invasion, mais un encerclement fonctionnel conçu pour surveiller, contenir et, si nécessaire, peser sur les trajectoires politiques des États dissidents. C'est dans cet espace étroit, entre affirmations symboliques et contraintes concrètes, que se joue l'expérience portée par Ibrahim Traoré. Jeune officier propulsé au sommet de l'État, Ibrahim Traoré ne s'impose pas comme une figure héroïque classique, mais comme un point de cristallisation d'attentes sociales longtemps accumulées. Son profil concentre 2 perceptions opposées: l'espoir d'un changement de méthode et la crainte d'une dérive autoritaire dans un contexte déjà fragile. Cette ambivalence structure la réception de ses premières décisions, bien au-delà des cercles politiques. Sur le terrain, la reconfiguration abstraite des alliances se traduit par des effets rapides et concrets, perceptibles avant même les grands bilans géopolitiques. Au Burkina Faso, les premières mesures touchent directement la sécurité quotidienne. Réorganisation des forces armées,
intensification du recrutement et mise en avant d'une logique de défense nationale plutôt que de dépendance à des opérations étrangères. Pour une partie de la population, ces signaux sont interprétés comme une reprise de contrôle, même si les résultats restent inégaux et fragiles selon les zones. Dans ces prises de parole, la souveraineté n'est pas présentée comme un slogan idéologique, mais comme une réponse pragmatique à l'échec perçu des partenariats précédents. Cette rhétorique trouve un écho particulier auprès de populations lassées de promesses sécuritaires non tenues, où l'écart entre discours internationaux et réalité locale s'est creusé au fil des années. Le message insiste moins sur une victoire immédiate que sur un changement de responsabilité. Assumer directement les décisions et leurs conséquences. Cependant, ces effets précoces révèlent aussi leurs limites. La montée en puissance des forces nationales demande du temps, des moyens et une coordination encore incomplète. La question centrale demeure donc simple et lourde de sens. Cette reprise d'initiative peut-elle produire des résultats tangibles avant que les coûts cumulés n'érodent donc le soutien initial ? Tout commence par une série de décisions qui rompent avec des décennies de pratiques établies. Entre 2022 et 2023, le Mali, puis le Burkina Faso et enfin le Niger notifient officiellement aux forces françaises leur départ, mettant fin à une architecture sécuritaire longtemps présentée comme indispensable. Ces annonces ne sont ni improvisées ni isolées. Elles s'inscrivent dans une dynamique régionale où les nouvelles autorités militaires considèrent que la présence étrangère n'a ni contenu l'insécurité, ni amélioré durablement la stabilité interne. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré s'inscrit pleinement dans cette logique en affirmant que la sécurité ne peut être sous-traitée sans perte de souveraineté politique. La phase d'activation est rapide, les bases ferment, les convois quittent les capitales et les symboles d'une coopération ancienne disparaissent presque du jour au lendemain. Ce retrait, cependant, ne signifie pas un désengagement occidental complet. Il marque plutôt un déplacement du centre de gravité. Paris et ses alliés renforcent leur partenariat sécuritaire avec les pays voisins, développent des centres de formation, approfondissent le partage de renseignements et maintiennent des capacités d'intervention rapide depuis l'extérieur des frontières sahéliennes. Le vide apparent se transforme ainsi en pression périphérique. Vient ensuite le moment du pic de tension. Les États du Sahel, désormais regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, annoncent une coordination accrue de leur politique de défense et explore activement des partenariats alternatifs. La Russie fournit des instructeurs et du matériel, tandis que la Chine mise davantage sur les infrastructures et la connectivité. Pour Ibrahim Traoré, ce repositionnement vise à démontrer qu'il existe des options en dehors du cadre occidental traditionnel, même si ces choix suscitent une méfiance croissante sur la scène internationale. Les répliques ne tardent pas. Sur le plan économique, des avoirs sont gelés, certaines aides sont suspendues et l'accès aux mécanismes financiers internationaux devient plus incertain. Sur le plan politique, les régimes sahéliens sont décrits comme illégitimes ou instables et leur reconnaissance diplomatique est freinée. Ces mesures, souvent présentées comme techniques ou procédurales, produisent un effet cumulatif qui pèse lourdement sur des économies déjà fragiles et limite leur capacité de manœuvre à court terme. La phase de résonance s'installe alors. À l'intérieur des pays concernés, la population observe une double réalité. D'un côté, une fierté retrouvée liée à l'affirmation de l'indépendance politique. De l'autre, des difficultés matérielles accrues, une incertitude économique persistante et une insécurité qui ne disparaît pas immédiatement. Ibrahim Traoré et ses homologues doivent composer avec cette tension permanente où chaque décision est scrutée à la fois comme un acte de résistance et comme un risque supplémentaire. Ce déroulé met en lumière une idée centrale. La rupture avec l'ordre ancien n'est ni instantanée ni indolore. Elle déclenche une chaîne d'événements où chaque gain symbolique entraîne des coûts concrets et où l'élan initial se heurte rapidement à la réalité des rapports de force régionaux et internationaux. La question n'est plus seulement celle du choix de rompre, mais de la capacité à tenir dans la durée sous une pression multiforme. Le cœur de la stratégie sahélienne repose sur une lecture chiffrée d'un échec passé et d'un pari présent.
Pendant des années, la présence militaire étrangère a été associée à des flux financiers importants, présentés comme un investissement massif dans la sécurité régionale. Pourtant, le résultat observé par les autorités actuelles est inverse à la promesse initiale. Malgré des montants élevés mobilisés sur plusieurs décennies, si l'insécurité s'est étendue géographiquement et la capacité des États à contrôler durablement leur territoire est restée limitée. La comparaison avant/après ne vise pas à démontrer un succès immédiat, mais à établir un point de bascule dans la logique de décision. D'abord, il y a la sécurité elle-même. Avant les expulsions, les opérations antiterroristes internationales étaient censées réduire durablement la violence. Après leur départ, les États du Sahel reconnaissent que les attaques n'ont pas disparu. Toutefois, ils soulignent que la situation ne s'était pas améliorée non plus sous l'ancien dispositif. Le passage d'un modèle externalisé à un modèle national est donc présenté comme un changement de contrôle plutôt que comme une solution instantanée, avec l'idée que la responsabilité directe aligne davantage les décisions sur les priorités locales. Ensuite vient l'économie des ressources. Au Niger, l'uranium exporté depuis des décennies alimente des infrastructures énergétiques étrangères, tandis que le pays demeure classé parmi les plus pauvres. Ce contraste sert de mesure implicite. Richesse extraite contre pauvreté persistante. Au Burkina Faso, l'or artisanal, longtemps capté par des réseaux d'intermédiaires, devient un enjeu central de régulation étatique. L'objectif affiché n'est pas d'augmenter brutalement les volumes, mais de modifier la répartition des revenus afin que l'État capte une part plus visible de la valeur produite. Cette inflexion marque un changement mesurable de priorité, même si ses effets restent progressifs. Puis, il y a la question des alliances. Avant 2020, l'architecture sécuritaire reposait presque exclusivement sur des partenaires occidentaux. Après les ruptures successives, cette dépendance unique est remplacée par une diversification. La Russie intervient principalement par la formation et l'équipement, tandis que la Chine privilégie les infrastructures et la connectivité. Le basculement ne se mesure pas seulement en montant financier, mais en variété d'options disponibles. Réduire la dépendance à un seul acteur est présenté comme une manière de diminuer le risque politique global. Pris ensemble, ces éléments dessinent une trajectoire avant/après. Avant, un système stable en apparence, mais jugé inefficace, selon ses propres objectifs affichés. Après un ensemble de choix plus risqués, mais considéré comme cohérent avec une reprise de contrôle. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré met en avant une logique simple, accepter une phase de turbulence mesurable plutôt que prolonger un modèle coûteux dont les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Ces preuves quantitatives restent incomplètes et parfois indirectes, mais elles structurent le discours officiel. Le message final est clair. La souveraineté n'est pas évaluée par des résultats instantanés, mais par la capacité à redéfinir les paramètres mêmes de la décision, même lorsque les indicateurs à court terme demeurent sévères. Les critiques de la trajectoire sahélienne avancent d'abord un argument sécuritaire direct. Selon eux, rompre avec des partenaires militaires expérimentés affaiblit immédiatement la capacité de lutte contre les groupes armés, surtout dans une région marquée par des frontières poreuses et des menaces transnationales. Il souligne que les forces locales manquent encore de moyens de renseignement et de coordination, et que le départ des contingents occidentaux crée un vide opérationnel difficile à combler à court terme. Dans cette lecture, la souveraineté proclamée risquerait de se payer par une insécurité accrue pour les populations. Un second argument porte sur l'économie et la gouvernance. L'isolement diplomatique, la suspension de certaines aides et la méfiance des investisseurs sont présentés comme des coûts immédiats qui fragilisent des États déjà vulnérables. Les opposants estiment également que la diversification des partenariats vers la Russie ou la Chine ne garantit ni transparence ni développement durable, et pourrait simplement remplacer une dépendance par une autre sans amélioration structurelle réelle. Ces critiques méritent d'être prises au sérieux. Pourtant, la réponse des autorités sahéliennes repose sur une contre-lecture structurée.
Sur le plan sécuritaire, elle rappelle que la présence étrangère n'a pas empêché l'expansion des violences malgré des années d'opérations et de ressources engagées. Le changement n'est donc pas présenté comme une dégradation volontaire, mais comme une tentative de sortir d'un dispositif jugé inefficace en assumant le risque et la responsabilité politique directe. Sur le plan économique, l'argument n'est pas que les nouveaux partenaires seraient idéaux, mais qu'ils élargissent le champ des possibles. Tant que les options restaient limitées, les termes des relations demeuraient largement imposés. La diversification introduit une forme de concurrence entre modèles et redonne un levier de négociation, même imparfait, aux États concernés. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu central n'est pas l'alignement sur un camp, mais la capacité à refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens. Cette contre-lecture n'élimine pas les dangers soulignés par les critiques. Elle explique toutefois pourquoi les autorités préfèrent un risque assumé à une dépendance prolongée dans l'espoir de redéfinir à terme les règles du jeu. Jusqu'ici, l'attention s'est concentrée sur les bases, les troupes et les alliances visibles. Pourtant, au cœur du dispositif se déploie une contrainte plus diffuse, exercée par des leviers économiques, financiers et narratifs qui prolongent la confrontation bien au-delà du champ militaire. Les avoirs gelés, ça rend les restrictions d'accès aux mécanismes financiers internationaux et la reconnaissance diplomatique freinée fonctionnent comme une extension silencieuse du rapport de force, testant l'endurance politique des États sahéliens. Cette bascule redéfinit le sens même de la souveraineté. Il ne s'agit plus seulement de décider qui opère sur le territoire national, mais de savoir qui contrôle l'accès aux ressources, au crédit et à la légitimité internationale. La bataille se joue désormais autant dans les ministères des Finances et les chancelleries que sur le terrain sécuritaire, brouillant la frontière entre décisions économiques et choix stratégiques. Pour Ibrahim Traoré, ce déplacement du centre de gravité impose une lecture plus exigeante du pari engagé. Expulser des forces étrangères reste possible, mais empêcher ces mêmes acteurs d'agir depuis l'extérieur des frontières l'est beaucoup moins. La souveraineté devient alors une capacité à tenir dans le temps sous contrainte constante, plutôt qu'un acte ponctuel de rupture. Ce milieu de parcours révèle une alternative claire. Soit la pression cumulée est transformée en moteur de cohésion interne, soit l'accumulation des coûts finit par éroder progressivement la marge de manœuvre politique. C'est à partir de ce point que les conséquences concrètes commencent à se dessiner. Pour les États sahéliens, la première conséquence est institutionnelle. L'affirmation de souveraineté redonne l'initiative politique aux autorités nationales, mais elle s'accompagne d'une charge accrue. Les gouvernements devant financer eux-mêmes une part plus importante de la sécurité, sans que gérer des relations diplomatiques tendues et compenser la perte de certains appuis extérieurs. Cette autonomie décisionnelle renforce la légitimité interne de dirigeants comme Ibrahim Traoré, tout en exposant l'appareil d'État à des contraintes budgétaires immédiates et à des arbitrages plus douloureux, souvent invisibles pour le public extérieur. Pour les entreprises, locales comme étrangères, le paysage devient plus incertain. Les révisions de contrats miniers, la surveillance accrue de l'or artisanal et les discours sur la captation nationale de la valeur modifient les règles du jeu. Certaines sociétés y voient un risque juridique et financier, d'autres une opportunité de renégociation dans un cadre présenté comme plus clair. À court terme, l'investissement ralentit, faute de visibilité. À moyen terme, la diversification des partenaires pourrait ouvrir de nouveaux circuits économiques, moins dépendants d'un seul pôle d'influence. Du côté des populations, l'impact est ambivalent. La fierté liée à l'affirmation politique est réelle et nourrie par un discours valorisant l'autonomie et la dignité nationale. Mais cette dimension symbolique coexiste avec des réalités plus dures. Inflation, accès restreint à certains financements internationaux et persistance de l'insécurité dans plusieurs zones rurales. Pour beaucoup, la souveraineté se vit comme une promesse encore inachevée, dont les bénéfices sont différés alors que les coûts sont immédiats. Cette tension quotidienne conditionne la patience sociale
et la crédibilité du projet politique. À l'échelle régionale, enfin, les voisins observent avec attention, certains renforcent leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales par prudence ou opportunisme. D'autres testent discrètement des marges d'autonomie sans aller jusqu'à la rupture. Le Sahel devient ainsi un point de référence, positif ou négatif, dans les calculs stratégiques africains. Si l'expérience tient, elle peut inspirer des ajustements similaires ailleurs. Si elle échoue, elle servira de mise en garde. Dans ce jeu à plusieurs niveaux, Ibrahim Traoré incarne une figure de focalisation. Son discours relie directement les sacrifices actuels à des gains futurs, en insistant sur la nécessité de traverser une phase de pression avant de stabiliser un nouveau modèle. Les conséquences ne sont ni uniformes ni définitives. Elles dessinent un paysage en transition où chaque acteur réévalue ses intérêts face à un Sahel qui n'accepte plus d'être un simple espace d'influence. Dans un scénario central, l'évolution repose sur une stabilisation sous tension. Les États du Sahel maintiennent leur ligne politique, coordonnent davantage leurs dispositifs de sécurité et absorbent progressivement les effets des pressions économiques. Les partenariats alternatifs assurent une continuité minimale des opérations sans transformation spectaculaire. La croissance demeure contrainte, l'insécurité persiste par poche, mais l'appareil d'État tient. Dans ce cadre, la souveraineté ne produit pas de dividendes rapides. Toutefois, elle évite un retour explicite à l'ordre ancien. Le pari est celui de l'endurance, tenir suffisamment longtemps pour normaliser une situation devenue la nouvelle référence. Dans un scénario plus optimiste, on suppose une convergence de facteurs favorables. La coordination régionale s'améliore, les chaînes d'approvisionnement intrasahéliennes gagnent en fluidité et certains investissements ciblés commencent à produire des effets visibles. Les autorités parviennent à capter une part plus élevée des revenus issus des ressources, allégeant la contrainte budgétaire. Sur le plan sécuritaire, les forces locales gagnent en efficacité relative, réduisant la pression dans des zones clés. À l'international, le discours de rupture perd de sa charge conflictuelle au profit d'une reconnaissance plus pragmatique. La souveraineté cesse alors d'être uniquement défensive et devient progressivement fonctionnelle. Dans un scénario plus dégradé, on voit apparaître les fragilités du projet, l'accumulation des sanctions, l'assèchement financier et les difficultés logistiques affaiblissent les capacités étatiques. Les tensions internes s'exacerbent, l'insécurité gagne du terrain et la promesse de contrôle national s'érode face aux contraintes quotidiennes. Dans cette hypothèse, les autorités sont contraintes de composer à partir d'une position affaiblie, en renégociant sous pression ou en acceptant des compromis qui vident la rupture initiale de sa substance. La souveraineté survit dans le discours, mais recule dans la pratique. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur point commun est une incertitude structurante. Aucun chemin ne garantit un résultat clair à court terme. La recommandation de méthode est donc simple. Évaluer chaque choix non seulement à l'aune de ses gains immédiats, mais de sa capacité à préserver des options futures dans un environnement durablement contraint. Pour le public africain, la séquence sahélienne résonne comme un miroir. L'indépendance politique proclamée depuis des décennies n'a pas toujours produit l'autonomie économique et sécuritaire attendue. Voir des dirigeants assumer ouvertement cette contradiction, sans promettre de solutions rapides, crée un effet de reconnaissance. Même lorsque les résultats restent incertains, la volonté de reprendre la main sur des choix jugés structurants nourrit un débat plus large sur la manière de sortir de relations perçues comme asymétriques. Pour les observateurs européens, cette point la trajectoire du Sahel interroge la durabilité des stratégies passées. La stabilisation par la présence militaire extérieure, longtemps présentée comme une réponse pragmatique, apparaît ici comme un modèle contesté de l'intérieur. Le cas du Burkina Faso, incarné par Ibrahim Traoré, oblige à regarder autrement des politiques souvent évaluées à partir de leurs intentions affichées plutôt que de leurs effets mesurables sur le terrain. Il rappelle que la perception locale peut diverger fortement des récits produits à distance. Pour un public plus global, enfin, l'expérience sahélienne dépasse le cadre régional. Elle pose une question universelle. Comment des États fragiles tentent-ils de modifier un équilibre jugé insatisfaisant sans provoquer un effondrement immédiat ?
La souveraineté, dans ce contexte, n'est plus un concept abstrait, mais une succession de choix quotidiens impliquant des renoncements temporaires et des paris risqués. À un niveau plus personnel, cette situation invite chacun à réfléchir au coût du changement. Accepterait-on une période de contrainte accrue aujourd'hui pour préserver la possibilité d'un autre équilibre demain ? Deux pistes se dégagent pour le spectateur: distinguer le rejet d'un modèle de l'adhésion automatique à un autre et suivre les indicateurs concrets plutôt que les slogans. C'est dans cet espace, entre empathie et distance analytique, que le débat prend toute sa profondeur. À ce stade, la survie politique du projet sahélien dépend moins des déclarations que d'une exécution méthodique. Pour commencer, l'étape clé concerne la sécurité opérationnelle. Gauin et les autorités cherchent à consolider des forces nationales capables d'agir de manière coordonnée avec des priorités claires et des chaînes de commandement resserrées. L'objectif n'est pas une victoire rapide, mais une réduction progressive des zones hors contrôle, condition minimale pour stabiliser le reste de l'action publique. Pour Ibrahim Traoré, cette étape conditionne toutes les autres. Ensuite, l'attention se porte sur la maîtrise des ressources, renégocier certains contrats miniers, renforcer la traçabilité de l'or artisanal et améliorer la collecte fiscale visent à augmenter les recettes internes sans provoquer d'effondrement de l'activité. Le calendrier est graduel. D'abord stabiliser les flux existants, ensuite ajuster les termes, puis investir une part visible des revenus dans des services publics identifiables. La mesure du succès est simple: une hausse mesurable de la valeur captée par l'État sans rupture brutale. Puis, il s'agit de la diversification des partenariats. Il ne s'agit pas de substituer une tutelle à une autre, mais de maintenir plusieurs canaux ouverts. Russie, Chine et acteurs régionaux offrent des options différentes. La clé réside dans une négociation sélective, projet par projet, afin de refuser certaines conditions sans perdre l'accès à l'ensemble des soutiens disponibles. Par ailleurs, il faut aussi tenir compte de la légitimité interne. Communiquer sur des résultats concrets, même modestes, devient essentiel pour maintenir l'adhésion populaire. Routes réparées, salaires versés, services de base rétablis servent de preuves tangibles. Enfin, l'étape diplomatique est diplomatique. À réduire la conflictualité verbale sans renoncer aux principes vise à desserrer l'étau international et à normaliser progressivement les échanges. Un même motif traverse l'ensemble de cette séquence. La ligne tracée puis tenue malgré la pression. Ce fil conducteur relie les premières expulsions de troupes aux renégociations de contrats jusqu'au discours appelant à l'endurance collective face aux coûts immédiats. Dans ce paysage incertain, Ibrahim Traoré n'apparaît pas seulement comme un dirigeant militaire, mais comme le symbole d'un moment où le choix a été fait de ne plus reculer, même sans garantie de succès rapide. Le rappel est essentiel. Les promesses de stabilité d'hier ne se sont pas effondrées par hasard. Elles se sont érodées lentement au contact des réalités locales, creusant un écart durable entre attentes et résultats. La rupture actuelle s'inscrit donc autant dans une continuité de désillusion que dans une volonté de réécriture. Ce n'est pas l'assurance d'un avenir meilleur qui soutient l'effort, mais la conviction qu'un retour en arrière serait plus coûteux que l'incertitude présente. L'émotion ne vient pas d'un triomphe annoncé, mais de la tension constante entre espoir et contrainte. Chaque décision pèse, chaque concession est scrutée, chaque succès partiel devient un argument pour tenir encore. Dans cette logique, la souveraineté cesse d'être un slogan et devient une épreuve de durée où la cohérence compte autant que les résultats immédiats. La phrase qui s'impose est simple et lourde de sens. La souveraineté n'est pas un instant, c'est une épreuve. À ce point du parcours, le Sahel n'apparaît plus comme une simple zone de crise, mais comme un espace où se teste une idée plus large, la possibilité de redéfinir des relations longtemps considérées comme figées. Ce qui s'y joue dépasse les frontières régionales et interroge des schémas familiers de puissance, de dépendance et de légitimité, souvent évalués de loin, rarement à partir de leurs effets concrets. L'expérience en cours n'offre ni modèle clé en main, ni certitude confortable. Elle oblige plutôt à observer comment se construisent, dans la durée, des trajectoires politiques sous contrainte.
Pour Ibrahim Traoré et ses homologues, la question n'est pas de proclamer un succès rapide, mais de savoir quels indicateurs compteront vraiment demain. Une sécurité plus effective, une redistribution plus visible des ressources ou la capacité à préserver des marges de décision face aux pressions extérieures. Pour le spectateur, l'enjeu n'est donc pas de trancher immédiatement entre réussite ou échec. Il est d'apprendre à suivre les signaux faibles plutôt que les slogans, et à distinguer les gestes symboliques des transformations durables. Quels critères vous semblent décisifs pour juger ce pari ? Quels signaux méritent d'être surveillés en priorité pour comprendre si cette voie doit être poursuivie, ajustée ou corrigée ?